Live consacré aux débutants. J'ai vu qu'il y en avait pas mal sur le groupe Discord qui avaient pris un petit coup de panique quand il y a eu la baisse du week-end dernier. Et donc ça veut dire que si il y a des gens qui ont paniqué, c'est forcément que soit un, ils n'ont pas sécurisé leur position, soit deux, ils n'ont pas vraiment bien compris où ils mettaient les pieds. Et donc, on va essayer d'éclaircir tout ça et de expliquer les bases de la crypto et de pourquoi on investit dans la crypto et de comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc, sujet abordé, le premier sujet, qu'est-ce qu'une crypto, un token, un NFT, une blockchain, etc., etc. Donc là, ça va être pour, pour débroussailler un petit peu tout le langage autour de la crypto. En deux, on va voir les règles de base qu'il faut absolument respecter. Donc, vous verrez, bon, c'est les règles vraiment rapides, hein, il y en a d'autres, hein, mais là, on va vraiment voir celles qu'il faut impérativement respecter pour pouvoir faire des investissements à la fois sécurisés et à la fois rentables. En trois, et on va voir dans quoi et éventuellement dans quel secteur investir et comment investir quand on débute dans la crypto. Allez, on commence. Alors, qu'est-ce qu'une crypto, un token, un NFT, une blockchain, etc., etc. Alors, je vais me mettre comme ça vous voyez l'intégralité. Alors, une crypto. J'ai des lignes, hein, je vais argumenter au fur et à mesure. N'hésitez pas à écrire, à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure que s'il y a des points qui vous semblent compliqués ou qui demandent des éclaircissements, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Alors, une crypto, c'est un actif. D'ailleurs, on dit crypto-actif. On emploie également le terme crypto-monnaie, mais le vrai terme, c'est plutôt crypto-actif, parce que dans les cryptos, il n'y a pas que des monnaies. Donc échangeable de pair à pair, ça veut dire d'une personne à une autre, et utilisable grâce à un réseau informatique décentralisé, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'une banque. Aujourd'hui, quand vous échangez une valeur, que ce soit avec votre carte bancaire quand vous payez un commerçant, donc vous échangez de la valeur avec ce commerçant, ou si vous faites un virement à quelqu'un, vous avez besoin d'un intermédiaire. Et en général, c'est une banque ou un organisme de paiement. Là, l'objectif d'un cryptoactif, c'est de pouvoir échanger de la valeur d'une personne à une autre, peu importe que cette personne soit une entreprise, un particulier, etc., de façon complètement décentralisée, c'est-à-dire sans tiers de confiance. Le tiers de confiance étant remplacé par la blockchain. On va y revenir après. La crypto utilise la technologie de la cryptographie pour enregistrer les transactions et sécuriser les échanges. Donc c'est un système de codage, hein, c'est un système algorithmique de codage, on va revenir dessus, qui permet à la fois d'enregistrer toutes les transactions pour qu'il y ait une trace, mais aussi de les sécuriser pour pas qu'il y ait de triche ou de détournement d'argent. Les cryptos sont gérés par un registre, donc journal comptable, hein, on peut l'appeler comme ça, qui est dans la blockchain. Donc la blockchain, en fait, c'est un fichier qui regroupe toutes les transactions depuis le lancement de la blockchain jusqu'au jour auquel vous interrogez, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quoi. Ça ne se dit pas trop au jour d'aujourd'hui, mais vous avez compris. Donc il y a toutes les transactions, de savoir Pierre a vendu un bitcoin à Paul, et Paul en a revendu 0,5 à quelqu'un d'autre, etc. Toutes ces transactions sont enregistrées dans un registre qui s'appelle la blockchain. Il y a plusieurs façons de faire fonctionner une blockchain. La plus populaire est appelée la preuve de travail, proof of work. Donc ça, c'est des termes que vous allez entendre parler souvent. Vous entendrez aussi parler de preuve d'enjeu, proof of stake, ou encore proof of history, etc., etc. Donc ça, en fait, c'est un système qui permet de, sans rentrer trop dans les détails, c'est un système qui permet de valider une transaction. Forcément, on parle d'échanger des valeurs, donc il faut qu'il y ait de la sécurité. Et cette sécurité, elle fonctionne par différents protocoles. Et par exemple, pour le Bitcoin, c'est la Proof of Work qui est utilisée. Pour l'Ethereum, c'était également la Proof of Work. On est en train de basculer en Proof of Stake. Donc, c'est des fonctions différentes. Je vais vous expliquer la Proof of Work dans les grandes lignes. En fait, quand vous faites une transaction, donc toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc de la blockchain qui est enregistré. Et ce bloc est validé toutes les 10 minutes. Pourquoi 10 minutes? Parce qu'en fait, quand vous effectuez une transaction, en fait, donc on fait le cumul de toutes les transactions qui sont effectuées, on envoie un calcul informatique qui demande beaucoup de puissance, d'accord, à des validateurs, on appelle ça des mineurs pour la proof of work, pardon. Et en fait, c'est des gens qui mettent à disposition leur ordinateur, qui sont des ordinateurs très puissants, et cet ordinateur va essayer de résoudre un problème mathématique.
Le premier ordinateur dans le monde, je vulgarise exprès, le premier ordinateur qui trouve le résultat, ce résultat est vérifié pour voir si le résultat est bon, donc c'est un système asymétrique, on va y revenir plus tard, et si le résultat est bon, ben en fait ça crée un nouveau bloc dans la blockchain qui enregistre toutes les transactions. Donc du coup, une fois que c'est enregistré, que le calcul est validé, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut plus le modifier, c'est infalsifiable, et ça veut dire que si dans ce bloc il y a écrit que vous avez reçu un bitcoin de la part de telle personne, eh ben, votre compte sera bien crédité d'un bitcoin, et la personne qui vous l'a transféré, ou vendu plutôt, sera débitée d'un bitcoin. Et ça, c'est irrémédiable. Donc ça, c'est le principe de la proof of work. Et donc ces validateurs qui mettent à disposition leur puissance informatique, ils ont deux types de récompenses. La première récompense, en fait, c'est un nombre des toutes petites unités, des satoshi de Bitcoin qui sont en fait offerts aux gens qui mettent à disposition leur puissance informatique pour faire fonctionner la blockchain, d'accord? Et la deuxième récompense, en fait, c'est les frais que vous allez payer quand vous allez faire une transaction. Il y a un petit peu de frais, et donc ces frais sont récupérés par les mineurs. Voilà comment ça fonctionne. Voilà. La proof of work est une technologie quasi inviolable et infalsifiable. Le seul moyen de hacker ce système est de détenir 51% de la puissance informatique mondiale, le fameux hack des 51%. Pourquoi? Parce qu'on dit que si vous détenez 51% de la puissance mondiale, en théorie, vous pourriez hacker la blockchain et faire en sorte que les validateurs, parce que le calcul est envoyé à plusieurs validateurs, d'accord, et faire en sorte que uniquement des ordinateurs que vous contrôlez reçoivent ce fameux calcul à faire. Et donc du coup, étant donné que vous auriez à la fois tous les ordinateurs, la maîtrise de tous les ordinateurs qui doivent résoudre le problème mathématique, mais en même temps le contrôle de tous les ordinateurs qui doivent valider que ce calcul mathématique est bon, bah, vous pourriez envoyer des fausses informations et transférer du Bitcoin. Voilà. Bon, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, détenir 51% de la puissance mondiale informatique, c'est quasi impossible, hein, voilà, ou alors il faudrait qu'il y ait toute la population qui se regroupe, etc., et que tout le monde veuille hacker au même moment, sachant que forcément ça n'intéresserait pas les gros porteurs, etc., Ils veulent pas que la blockchain soit trafiquée, donc voilà, très compliqué. La blockchain est donc un registre ultra sécurisé qui a pour but de remplacer un tiers de confiance traditionnel comme une banque ou un État. En fait, ce qu'il faut comprendre, le résumé de ça, dans ce que je viens de vous dire, c'est que dans tout ce que vous faites au quotidien, quand vous avez un compte en banque, quand vous déposez de l'argent à votre banque, quand vous achetez chez un commerçant, etc., qu'est-ce qui fait que le commerçant accepte votre carte bleue? Parce que au milieu, entre vous et lui, il y a un tiers de confiance qui peut être une banque, Visa, Mastercard, un réseau, peu importe. Et le commerçant a confiance dans ce réseau et vous également, vous avez confiance. Quand vous payez, vous avez confiance que si vous avez donné votre code de carte bleue pour un montant de 100 euros, vous avez confiance que vous soyez débité uniquement de 100 euros. Et le commerçant, lui, a confiance que cet argent, parce qu'il a confiance dans le système Visa, a suffisamment confiance et de se dire, bon, bah voilà, si la machine dit que le paiement est validé, je vais bien recevoir les 100 euros sur mon compte en banque. Voilà. Donc ça, c'est le tiers de confiance pour tout ce qui fonctionne aujourd'hui, une assurance, n'importe quel échange de valeurs. Là, dans le principe de la crypto, c'est que le tiers de confiance, c'est la blockchain. Donc on a vu que la blockchain était un des systèmes, si ce n'est le plus sécurisé au monde, et donc forcément, si on a confiance dans cette technologie, on n'a plus besoin de tiers de confiance. Ok? Retenez ça, on y reviendra un peu plus tard. La crypto solutionne un problème important depuis l'apparition d'Internet, le principe de la double dépense. Alors là, écoutez bien ces 5 minutes, parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. Avant Internet, si j'étais propriétaire d'un livre, alors je suis désolé hein, pour ceux qui sont déjà dans le groupe Discord, qui ont déjà un niveau un peu plus évolué, voilà, ça fait une bonne révision, mais c'est pas une révision inutile, et pour les débutants, vous allez apprendre pas mal de choses. Donc, avant que Internet arrive, toutes les échanges qui se faisaient, par exemple moi j'avais un bouquin, je vous vendais ce bouquin, donc c'était fait physiquement, contre je vendais le bouquin 10 euros, vous me donniez 10 euros et moi je vous donnais le bouquin. Ce bouquin, moi je l'avais plus une fois que je vous l'avais vendu, et vous aviez 10 euros en moins parce que vous me les avez donnés. C'était le principe de la simple dépense. Pardon. Donc ça c'était, voilà, retour en arrière à l'avant Internet, le concept de la simple dépense.
Sur Internet, après l'étape suivante, c'est quand il y a eu Internet. Sur Internet, il était impossible d'échanger de la valeur sans tiers de confiance extérieur ou sans possible double dépense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce bouquin, si je voulais vous le vendre sur Internet, d'accord, sans faire un échange physique, il fallait que je le numérise dans un fichier, un JPEG, un PDF, peu importe, je numérise ce bouquin et je pouvais vous l'envoyer par Internet. Mais pour ça, j'étais obligé de soit passer par un tiers de confiance, donc une personne extérieure au réseau Internet qui m'assure de faire le lien entre celui qui reçoit l'argent et celui qui reçoit le bouquin. Mais si je voulais le faire sans tiers de confiance, 100% sur Internet, quand je vous envoyais le bouquin qui était numérisé, en aucun cas vous pouviez avoir la certitude que je n'en garde pas une copie. Et que ce bouquin, je ne puisse pas le vendre à 2 personnes, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes, sans que moi, ça me coûte quelque chose de plus. Donc c'était le principe de la double dépense. Donc sur Internet, réfléchissez bien, il était impossible d'échanger un fichier, une donnée, de la data. Donc ça peut être une photo, une vidéo, un texte écrit, un email, etc. sans être certain que l'expéditeur ne garde pas une copie de ce fichier et le revende à d'autres personnes. Donc là, on a créé un nouveau problème. La technologie blockchain, elle a réglé ce problème. Pourquoi? Parce que quand vous vendez une crypto, la transaction, donc une crypto, on l'échange sur Internet, d'accord? Quand vous échangez une crypto, la transaction, elle est enregistrée dans la blockchain, et cela, donc je lis la phrase, et cela forme le transfert de propriété. C'est-à-dire que moi, si je suis propriétaire d'un Bitcoin, je vous le vends, donc j'enregistre cette transaction dans la blockchain, et donc au moment où la transaction est validée, vous êtes crédité d'un Bitcoin, et moi je suis débité d'un Bitcoin. Donc moi je n'ai plus la propriété, et il était impossible pour moi de le dupliquer et de pouvoir le revendre à une autre personne. D'accord? Donc on a réglé le problème de la double dépense. On revient sur un système de dépense unique. Donc la crypto, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a résolu ce fameux problème qui était la double dépense et où il était impossible d'échanger un fichier, peu importe, un bien sur Internet, sans avoir ce risque de double dépense. Voilà. Donc la blockchain a résolu ce problème. Voilà. Nous avons donc une vente unique grâce à la technologie blockchain. Si moi je vous vends un truc, une crypto, elle sera débitée de mon compte et créditée sur le vôtre. Lors d'une transaction, vos cryptos sont envoyés dans ce qu'on appelle un wallet. Donc un wallet, vous pouvez le traduire en portefeuille. Donc en fait, tout le monde peut créer un portefeuille. Donc il y a des portefeuilles virtuels qui sont des logiciels en fait qui tournent. Il y a des portefeuilles, ce qu'on appelle des hardware. Par exemple, ça peut être une clé USB sur laquelle vous transférez vos cryptos pour les sécuriser, etc. Tout cet ensemble, on le met dans un wallet. Un wallet dispose d'une adresse et de 2 clés, une publique et une privée. C'est un système de chiffrement asymétrique. Alors, oui, sans entrer trop dans les détails, la clé publique permet de recevoir une information et la clé privée de la déchiffrer. Alors, pas trop expliquer parce que ça demanderait une vidéo entière pour vous l'expliquer et je suis même pas certain d'avoir l'intégralité des compétences pour pouvoir vous l'expliquer en détail. Mais admettons que j'ai 2 clés. Je vous envoie un chiffre, d'accord? Parce que c'est une donnée alphanumérique, donc je vous donne un chiffre, par exemple, et ma clé privée dit que en fait ce chiffre, c'est le chiffre que... Alors, admettons, je vous envoie le chiffre 49, d'accord? Bon, vous recevez le chiffre 49, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Bah, la clé privée, en fait, va vous dire ce chiffre, en fait, il faut faire la racine carrée de ce chiffre. Donc, du coup, vous faites racine carrée de 49, ça donne 7. Si vous n'avez pas l'information de la clé privée, vous ne pouvez pas déchiffrer l'information qui est donnée dans la clé publique. Donc, la clé publique, elle est lisible par tout le monde. Tout le monde peut voir ce fameux chiffre 49, mais uniquement la personne à qui vous ouvrez l'accès à la clé privée, entre guillemets, peut déchiffrer. Donc, c'est un système de codage, chiffrement et déchiffrement. Vous envoyez un code chiffré. Ce code, il est déchiffré grâce à votre code, à votre clé privée, et donc du coup, il n'y a que vous qui pouvez savoir si la transaction, elle n'a pas été modifiée ou si ce chiffre n'a pas été modifié par quelqu'un d'autre. Bon, ça devient un peu trop technique, on ne va pas rentrer trop dans les détails. D'autres termes importants que vous allez entendre dans les cryptos.
Un token, c'est une crypto, mais qui n'est pas native. Ça, il faut le comprendre. Donc, une crypto, un crypto-actif, un coin, par exemple, le BTC, le Bitcoin, il y a la blockchain Bitcoin, d'accord? Et il y a la crypto-monnaie, pour le coup, donc le crypto-actif BTC, Bitcoin. Le token, c'est comme si j'avais une autre crypto-monnaie qui utilisait la même blockchain, donc la blockchain du BTC, du Bitcoin, mais sans être le Bitcoin. Par exemple, d'ailleurs, c'est sur Ethereum, voilà, Ethereum, je cherchais le mot. Ethereum, c'est un crypto actif, d'accord? Mais c'est également une blockchain, donc le réseau Ethereum, et ce réseau est capable d'accueillir d'autres cryptos qui n'ont pas leur blockchain et qui utilisent la blockchain de l'Ethereum. Dans ce cas-là, l'Ethereum, en tant que crypto, c'est la crypto native du réseau blockchain Ethereum. D'accord, c'est un peu compliqué. Par contre, l'autre crypto qui est hébergée sur la même blockchain, ça sera une crypto qui n'est pas native. D'accord, donc un token. Voilà. En gros, c'est ça la différence entre token et crypto. La crypto, elle est native, donc c'est vraiment la crypto qui a été gérée, enfin qui sert à gérer la blockchain. La blockchain a été créée pour cette crypto. Le token, c'est une autre crypto qui a été rattachée à une blockchain qui n'est pas la sienne. Donc, c'est pas une crypto native. Lors des ICO, donc les ICO, c'est des introductions de crypto, comme une introduction en bourse, d'accord? Vous achetez en général des tokens. Pourquoi? Parce que, admettons, demain, je crée un nouveau projet, je crée la crypto Nico, voilà. Ça va être un token, le token Nico. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas tourner sur la blockchain Nico, mais sur une blockchain sur laquelle j'ai hébergé mon projet. Pourquoi? Parce que je fais un cours. Non, je fais pas un cours, j'explique les bases, je lis dans le chat en même temps, j'explique les bases pour les débutants dans les cryptos. Voilà. J'en étais où? Lors des ICO. Donc une ICO, c'est quoi? C'est une introduction, c'est comme une IPO, une introduction en bourse, d'accord? Sauf que c'est une introduction d'une nouvelle crypto. Et en général, les ICO, c'est des tokens parce qu'elles sont lancées sur des blockchains qui ne sont pas la blockchain native du projet. D'accord? Donc c'est une autre blockchain qui héberge le projet. Dans l'univers crypto, vous trouvez différents types. Donc vous trouvez les stablecoins, donc par exemple USDT, BUSD, USDC, etc. Le stablecoin, c'est une crypto qui a un cours qui est indexé à une monnaie comme l'euro ou le dollar. Voilà. Le principe est d'avoir une crypto stable adossée à une monnaie fiat. Donc les monnaies fiat, c'est l'euro, le dollar, etc., etc. Cela vous permet d'acheter et de vendre grâce à une paire de cryptos dont une est stable. Beaucoup plus facile, surtout au début. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que 1 USDT est égal à 1 US dollar. 1 BUSD est égal à 1 US dollar. D'accord? Donc le USDT, c'est le US dollar token, d'accord? C'est Tether. BUSD, c'est le Binance US dollar. Donc chaque plateforme a son stablecoin, plus ou moins, le USDT étant le plus utilisé. Et pourquoi les stablecoins ont un rôle important? Parce que imaginez que vous, quand vous achetez votre baguette de pain, si elle vaut 1 euro, vous l'achetez par rapport au cours de l'euro. D'accord? Donc vous donnez une pièce d'1 euro, l'euro vaut ce qu'il vaut. Peut-être qu'au moment où vous achetez votre baguette, l'euro il vaut à peu près 1,20 $. D'accord? Mais si la baguette, vous la vendez à quelqu'un d'autre au même prix, si entre le moment où vous l'avez acheté et le moment où vous l'avez vendu, l'euro a baissé, bah, quelque part vous êtes perdant. D'accord? Le stablecoin, ça permet d'avoir la monnaie avec laquelle on achète une crypto. Par exemple, si je veux acheter du Bitcoin, je vais l'acheter avec du USDT, d'accord? Parce que le jour où je vais le revendre en USDT et je sais que l'USDT sera toujours égal à 1 $. Donc si je mets 100 USDT pour acheter X nombre de Bitcoin, d'accord, donc des centimes de Bitcoin, et le jour où je revends, si j'ai 120 USDT, je sais que j'aurai gagné 20 USDT. Alors que si j'achète avec du Bitcoin avec de l'Ethereum, par exemple, qui est une autre crypto, et si le Bitcoin augmente de 20%, mais que l'Ethereum baisse de 20% au même moment, au final, j'aurai un delta qui fait que j'aurais pas réellement gagné 20% sur le Bitcoin. Ok? Alors,
Quand vous achetez et que vous débarquez dans l'univers des cryptos, en fait, vous allez ouvrir un compte, vous allez déposer des euros ou des dollars. Vous allez déposer une monnaie fiat. Cette monnaie, vous allez l'échanger contre un stablecoin, donc le USDT ou le BUSD, ou en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes et en fonction des cryptos que vous voulez acheter. Moi, je vous conseille de tout transférer en USDT. Donc, admettons, vous déposiez l'équivalent de 100 dollars. Ben, vous avez le droit à 100 USDT, donc vous avez vos USDT, et c'est avec ces 100 USDT que vous allez acheter les cryptos qui vous intéressent. Et le jour où vous revendez ces cryptos, vous allez les revendre en USDT. Okay, et si vous voulez récupérer cet argent pour les remettre sur votre compte en banque, ben, vous allez retransformer ces USDT en euros ou en dollars. Mais là, comme c'est une monnaie qui est stable, ben, il n'y a pas de problème de cours. Okay, ensuite, vous allez retrouver les utility tokens. Donc les utility tokens, c'est les tokens qui ont une utilité liée à un service ou un bien. En général, ça peut être un droit de vote, par exemple. Admettons, je lance le token Nico et tous les gens qui sont en possession de ce token, eh ben, si je décide de faire voter un changement dans mon protocole ou dans mon développement de ce projet, eh ben, je peux faire voter tous les gens qui sont en possession de ce token. C'est ce qu'on appelle un utility token. Il y a également les security tokens, un peu moins courants. Ce sont des parts dans une entreprise. C'est exactement le même principe qu'une action. Admettons que mon projet, le Nico projet, vale 1 million de dollars. Eh ben, je crée 1 million de tokens. Et donc, les gens ont un token, 1 dollar, d'accord? Donc, s'ils achètent 10 dollars, bah, ils ont un certain pourcentage de la valeur du projet global. Et si demain, mon projet augmente en valorisation, comme pour une action, et ben l'action, le cours, il augmente. C'est exactement le même principe. Ensuite, vous retrouvez les NFT. Donc, les NFT, tout ça, c'est des types de crypto ou de tokens, d'accord? Les NFT, c'est non-fungible token. C'est la même chose qu'un token, je vais essayer de vous l'expliquer avec des mots simples, sauf que c'est non fongible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, si Paul a un BTC, un Bitcoin, et que Pierre a un Bitcoin, ils peuvent se les échanger entre eux, un pour l'un, un pour l'autre. Ils ont la même valeur, d'accord? C'est la valeur du cours. Par contre, sur un NFT, la valeur du token, même si vous avez un token XXX, une autre personne a le même token XXX, ils n'ont pas forcément la même valeur parce qu'ils sont rattachés soit à un service, soit à un bien, etc., etc. Vous allez comprendre, les NFT, c'est important de comprendre de quoi on parle. Pour comprendre ce qu'est un NFT, je vais vous donner quelques exemples d'applications. Alors, sur le jeu vidéo, je vous donne souvent le même exemple, mais c'est le plus parlant, et à chaque fois, on me dit que tout le monde comprend grâce à cet exemple. Avant, quand vous achetiez, admettons que vous aviez une PlayStation 4, d'accord, vous achetiez un jeu chez Micromania, peu importe, 60 €, vous jouez au jeu, à la fin, quand ce jeu ne vous plaisait plus, vous pouvez le revendre sur le bon coin ou ce que vous voulez, d'occasion, 30 €, et la personne qui l'achète à 30 €, elle joue un peu, et puis 6 mois après, elle le revend 20 €, et ainsi de suite, parce que sa valeur descend. Ok. Aujourd'hui, quasiment l'intégralité des jeux vidéo ne s'achètent plus physiquement, ils se téléchargent directement sur les ordis, sur les consoles, etc., etc. Ce qui fait que quand vous téléchargez un jeu, vous ne pouvez plus le revendre. Donc il n'y a quasiment plus de marché d'occasion. Si demain j'allume ma PlayStation, je télécharge le dernier FIFA, je le télécharge pour 60 €, ok. Et si je ne veux plus jouer à ce jeu, bah, il est dans ma PlayStation, je peux éventuellement le supprimer ou faire ce que je veux, mais je ne peux pas le revendre, d'accord? Donc c'est à fond perdu. Le NFT, en fait, c'est imaginer que FIFA crée sa crypto, donc là, le token FIFA, d'accord? Au lieu d'acheter FIFA 22 60 €, vous achetez le token, d'accord, 60 €. Donc ça veut dire qu'il y a une transaction qui est enregistrée dans la blockchain, ok? Et un token FIFA est transféré sur votre wallet, sur votre portefeuille. Et donc du coup, vous avez un code de transaction. Et quand vous allez allumer votre PlayStation, si vous voulez télécharger le jeu, vous allez rentrer ce code de transaction. Le jeu va interroger la blockchain pour voir si vous êtes réellement le propriétaire. Donc dans la blockchain, ça va bien être marqué que votre adresse de portefeuille est bien propriétaire d'un token FIFA. Et donc ça va vous permettre de télécharger le jeu. Le gros avantage, c'est que vu que la transaction elle est enregistrée dans une blockchain, vous pouvez très bien, quand vous avez fini de jouer au jeu,
le revendent par le biais de cette blockchain. Et donc, du coup, quand vous le vendez, la prochaine personne qui va se connecter et rentrer son adresse de wallet son adresse comme quoi les propriétaires du NFT, eh ben, ça va lui permettre de télécharger le jeu. Mais vous, en même temps, ça va vous bloquer le jeu parce que vous ne serez plus le propriétaire. Donc, quand vous allez acheter votre PlayStation qui avait interrogé la blockchain, il va voir que vous n'êtes plus le propriétaire de ces NFT parce que vous l'avez vendu. Et donc, du coup, on recrée un marché d'occasion. Okay, mais ça va plus loin que ça. Le NFT, dans son protocole, il faut savoir qu'une blockchain, quand elle est lancée, on met des règles. Et à part quelques exceptions, et on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ces règles sont définies avant son lancement et elles sont plus ou moins impossibles à être modifiées. En tous les cas, pour être modifiées, il faudrait qu'il y ait tout le monde qui donne son accord, etc. etc. Et donc, FIFA, quand ils lancent leur blockchain, le nouveau NFT pour le FIFA 2022, ils pourraient très bien mettre dans le protocole que le jour où vous revendez le jeu, eh ben, il y a 10% du montant qui revient automatiquement à FIFA. C'est-à-dire que vous achetez le jeu 60, d'accord? Donc, vous vous connectez à la blockchain, vous faites une transaction, d'accord? Donc, avec une application, hein, bien sûr, hein, c'est pas vous qui allez faire du code. Hein. Vous allez dans une application de paiement, d'accord? Vous payez 60 € avec votre carte bleue ou votre compte, peu importe. Quand la transaction est validée, en fait, ça enregistre dans la blockchain le fait que vous êtes propriétaire d'un NFT FIFA 2022, ok? Et quand vous avez fini de jouer au jeu, bah, vous remettez sur une plateforme de revente, hein, un peu comme le Bon Coin, mais spécialisé pour les NFT. Vous remettez en vente ce NFT et la personne qui achète ce NFT, 30 € par exemple, bah vous allez recevoir 27 €, c'est-à-dire votre portefeuille va être crédité de 27 €, mais en même temps, le protocole automatiquement, en fonction des réglages qui ont été définis au moment de la création de la blockchain, le protocole va envoyer 10% à FIFA, donc 3 €. Ce qui fait qu'à chaque revente, FIFA va, en plus d'avoir résolu le problème de recréer un marché d'occasion, en plus gagne de l'argent. Avant, ils vendaient une fois le jeu, après vous le revendiez une fois, 10 fois, 100 fois, peu importe. FIFA récupérait plus d'argent. Maintenant, avec un NFT, ils vont récupérer de l'argent. Comment serait fixé? Eh ben, le cours, il serait fixé en fonction de l'offre et la demande. C'est très facile à comprendre. Admettons, on est 10 à acheter le jeu FIFA, d'accord? Il y a une seule personne qui veut l'acheter d'occasion. Eh ben, c'est celui qui va le mettre au prix le moins cher qui va trouver acheteur, d'accord? Et si demain, on est 10 à avoir le jeu, il n'y en a que 10 et qu'il y en a 12 qui veulent l'acheter, eh ben là, on va pouvoir faire monter le prix parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Ok, c'est le principe de l'offre et la demande. Et ça fonctionnerait exactement pareil. Donc vous comprenez la puissance des NFT, c'est que en plus de résoudre le problème du jeu d'occasion, là je parle pour le jeu vidéo, hein, eh ben, les fabricants de jeux vidéo pourraient s'enrichir également sur le marché d'occasion, chose qui n'était pas réalisable avant. Donc là, on n'est plus dans une évolution, c'est une sorte de révolution, c'est un nouveau système, c'est un nouveau business model. Ça, c'est apporté par un des principes de l'utilisation de la crypto par le biais des NFT. Donc le NFT est un type de crypto ou de token. Je vous donne un autre exemple pour l'industrie du luxe et c'est Breitling qui a annoncé qu'il lançait la leur. Donc par exemple Breitling, dans l'univers du luxe, ils vont sortir une nouvelle montre. Je vous dis une bêtise, la montre elle vaut 20 000 €. Et ben en fait, au lieu d'acheter la montre physiquement, d'accord, quand vous allez vouloir acheter cette montre, si elle vaut 20 000 €, vous allez acheter un NFT. Le NFT de cette montre, donc s'il y a 10 000 modèles de cette montre qui sont créés, il y a 10 000 tokens de ce NFT, le Breitling NFT du modèle, d'accord, en question, qui va être mis à disposition. Donc les premiers propriétaires, c'est ceux qui ont créé ce NFT, donc Breitling. Et quand moi j'arrive en tant que client, en fait, je paye, et quand je paye, j'enregistre cette transaction dans la blockchain sur laquelle tourne cette crypto, donc dans le journal comptable. Et le fait de créditer mon compte d'un NFT de 20 000 € me donne l'acte de propriété de la montre. Donc je récupère ma montre parce que je suis bien propriétaire du NFT. Le gros avantage, en fait, c'est que, admettons, dans les années, mais je pense que ça va être très rapide, admettons les contrôles, vous avez tous vu les contrôles des douanes à l'aéroport, eh ben, il pourrait très bien avoir un lecteur, et le lecteur, ça serait quoi en fait? Ça serait un système qui scanne votre montre
ou le numéro de série de votre montre, tu vois, et interroge en une fraction de seconde la blockchain pour voir si vous êtes bien le propriétaire de cette montre. Ça va lui donner deux informations. Un, savoir si la montre, elle n'est pas une contrefaçon. Et de deux, est-ce qu'elle n'est pas volée, que vous êtes bien le propriétaire de cette montre. D'accord? Donc ça, c'est un des avantages pour contrôler, avoir un meilleur suivi des actes de propriété et la possibilité de transférer les actes de propriété à chaque revente, d'accord? Donc de ne pas perdre les papiers, parce que cette montre que j'achète 20 000 euros, si demain sa cote elle augmente parce que c'est un modèle qui est rare et qui prend de la valeur avec le temps, sa cote elle est de 25 000 euros, je décide de revendre cette montre, et ben le prochain acquéreur, quand je vais lui revendre, il va me dire bah moi je suis intéressé de l'acheter, j'achète le NFT. Et donc, il achète le NFT, c'est-à-dire vous créez une nouvelle transaction par le biais d'une application qui est, j'imagine, mise à disposition par Breitling. Vous créez une nouvelle transaction dans la blockchain. Et donc, du coup, votre compte virtuel va être débité du NFT du modèle de la montre et l'autre personne va être créditée. Et ce qui fait qu'il en devient le propriétaire légal, donc vous lui remettez la montre. Okay, si demain vous lui remettez pas la montre, cette personne a l'acte de propriété, c'est la preuve comme quoi elle a bien payé, comme quoi il y a bien un échange de valeur, et donc légalement, vous êtes obligé de lui restituer la montre. Et puis bon, après c'est toujours pareil, c'est comme si vous vendez une voiture et que vous encaissez l'argent et vous la donnez pas, la personne elle va porter plainte et vis-à-vis de la loi, elle sera la propriétaire. Voilà. Alors le deuxième avantage, c'est que Breitling pourrait très bien mettre, aujourd'hui on parle de l'ordre d'1%, ça veut dire que le jour où vous revendez cette montre qui vaut 20 000 euros, Breitling, automatiquement, leur portefeuille à eux va être crédité d'1%. Donc vous allez toucher 99% du montant de la vente et eux 1%. Donc à la fois, ça va leur permettre, ou pas, parce que ça dépend du protocole que vous mettez dans la blockchain, ça va leur permettre de suivre qui est le propriétaire de leur montre et de deux, de récupérer de l'argent sur le marché d'occasion. Vous allez me dire que quelque part, c'est logique parce que si leur cote à eux, elle augmente, c'est vous qui en bénéficiez en étant propriétaire de cette montre. Donc, quelque part, le fait que la montre vaut 25 000 alors qu'à sa fabrication, elle coûtait que 20 000, enfin, à sa commercialisation, elle coûtait que 20 000, c'est grâce à l'image et à la notoriété de la marque. Donc, c'est normal qu'elle en bénéficie un petit peu. Voilà. Il y a d'autres industries, il y a LVMH qui a annoncé qu'ils allaient créer leur propre NFT. Pourquoi? Pour leurs pièces les plus onéreuses, pouvoir fournir des actes de propriété dématérialisés sous forme de NFT. Donc, et éviter la contrefaçon. Voilà. On pourrait très bien imaginer un ticket pour un événement, par exemple dans l'industrie du sport. Les abonnés dans les stades de foot, par exemple pour les clubs de foot, vous payez votre abonnement 1 000 euros, donc vous êtes fan de l'OM, vous avez votre abonnement 1 000 euros pour accéder à 12 matchs dans l'année, enfin ou 18 matchs, j'en sais rien, le nombre de matchs. Certainement, et je pense que c'est dans un avenir très très proche, l'OM va créer son propre NFT, d'accord, le NFT pour ses abonnés, pour ses fans, et quand vous achetez l'abonnement, en fait, vous achetez un NFT qui vous donne le droit d'aller voir les matchs de foot. Ce qui fait que votre abonnement, vous pourriez très bien le revendre derrière. Et l'OM pourrait voir et contrôler qui est propriétaire à l'instant T du NFT et donc du service ou de l'utilisation de ce NFT pour aller voir des matchs de foot. Okay, il y a le modèle de l'art aussi. Imaginez que, je donne toujours le même exemple, mais c'est un exemple que vous comprenez bien également. Imaginez que demain vous décidiez de devenir un artiste, vous faites des peintures. Votre peinture, je sais pas, moi, il y a un ami qui la trouve belle, il est prêt à vous l'acheter 100 euros, donc c'est votre cote aujourd'hui, ça vaut 100 euros, super. Il achète deux de vos tableaux à 100 euros. Et puis, dans 10 ans, vous êtes devenu une star mondialement connue. Vos tableaux, votre cote, elle est plus de 100 euros, mais elle est de 1 million d'euros. J'en sais rien. La personne qui vous a acheté le premier tableau à 100 euros, si elle revend le tableau, elle encaisse une superbe plus-value. C'est génial, mais vous gagnez plus rien. Si vous créez un NFT, c'est-à-dire vous créez votre propre NFT, un NFT qui donne la propriété du tableau, le jour où cette personne veut revendre ce tableau parce que votre cote elle a augmenté, vous dans votre protocole de blockchain, vous mettez un protocole qui dit que vous récupérez 10% du montant de la revente. Après tout, c'est logique.
Si votre cote elle a augmenté, bah, c'est grâce à votre image, à votre travail, à la reconnaissance des gens qui sont fans de l'art vis-à-vis de vous. Et donc, si votre cote elle monte à 1 million d'euros, c'est normal que vous en profitiez. Ce qui fait que la personne qui vous a acheté votre tableau à 100 000 euros, donc elle a acheté le NFT qui lui donnait l'acte de propriété de ce tableau. Si 10 ans après, la cote elle a augmenté, multiplié par 100 et qu'elle le revend 1 million d'euros, bah vous allez récupérer 10% de cette somme. Tout le monde est content parce que lui, il a une preuve légale qu'il est bien le propriétaire et que c'est bien une pièce et non pas une copie parce qu'il est propriétaire du NFT. C'est enregistré dans une blockchain, donc c'est sécurisé et infalsifiable, inviolable, etc., etc. Et vous êtes content parce que, mine de rien, ok, la personne s'est enrichie, mais vous vous enrichissez aussi grâce à lui. D'accord? Alors Picasso, c'est peut-être pas le meilleur modèle parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, mais il y a plein d'artistes qui n'ont jamais été riches pendant toute leur carrière. Pourquoi? Parce que leurs tableaux ont pris de la valeur quand ils étaient morts. Or, le bien d'un NFT, vous pourrez très bien le léguer à vos enfants, à vos petits-enfants, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vends 10 tableaux, 100 euros. Et puis le jour où je meurs, ma cote elle explose parce que finalement j'étais un artiste réputé. Et ben c'est mes enfants ou mes petits-enfants qui vont en profiter parce qu'ils vont récupérer la propriété de mon portefeuille NFT et qu'à chaque transaction ils vont récupérer un petit pourcentage. Bon, je m'arrête là pour les exemples, mais vous avez compris la puissance des NFT. Et les NFT en fait c'est une nouvelle application que permet la technologie blockchain, chose qui n'était pas possible avant. Il y a d'autres exemples, par exemple Spotify pour la musique. On peut très bien imaginer un lecteur de musique comme Spotify, mais uniquement qui tourne sur une blockchain. Et donc, ça vous permettrait, en tant qu'artiste, de mettre une musique sur un lecteur comme Spotify, mais en NFT, ce qui fait qu'à chaque écoute, en fait, vous allez récupérer quelques centimes de l'abonnement de la personne qui a écouté votre musique. Et sans tiers de confiance. Votre tiers de confiance, c'est la blockchain. Donc du coup, vous n'avez pas l'intermédiaire de la société qui prend sa commission au passage. Voilà, l'idée c'est ça. Vous entendrez également parler des smart contracts. Donc c'est un algorithme qui est capable d'exécuter des instructions qui sont prédéfinies. C'est le principe du code is law. Donc le code est la loi. Pour comprendre ça, moi, je lis la suite, ensuite je vous explique. Les smart contracts sont souvent associés à l'Ethereum, donc l'Ethereum qui est une crypto-monnaie, qui est le plus gros réseau pour accueillir ce type de fonctionnalité. ETH, donc l'Ethereum, et là, ah oui, cette phrase je vais vous la faire après parce qu'elle résume un peu tout. Donc les smart contracts, c'est quoi en fait? C'est une blockchain qui est capable, on est capable de dire par exemple, j'achète, alors souvent c'est l'exemple qui est pris, c'est pour un contrat d'assurance. Aujourd'hui, quand vous prenez un contrat d'assurance, admettons vous prenez un billet d'avion, d'accord, et vous prenez une assurance si jamais votre billet d'avion est annulé, d'accord. Donc vous achetez votre billet d'avion à 100 euros et on vous propose l'assurance 10 euros si jamais votre vol est annulé, d'accord. Cette assurance, vous la prenez auprès d'une compagnie d'assurance. Donc, une compagnie d'assurance qui a besoin de gagner de l'argent. Donc, elle calcule que statistiquement, quand elle encaisse 10 personnes, 11 personnes plutôt, donc ça veut dire qu'elle encaisse 11 fois 10 euros, ça fait 110 euros, elle doit rembourser un ticket. Donc c'est des statistiques, ça veut dire que quand elle encaisse 110 euros, elle rembourse une fois 100 euros, et donc les 10 euros, c'est sa marge qui sont au milieu. Ça, on pourrait très bien l'intégrer dans une blockchain, c'est-à-dire sans tiers de confiance, parce que c'est un algorithme mathématique. Donc on pourrait faire un smart contract, un contrat intelligent, qui dit voilà, si tu adhères à l'assurance, tu payes 10 euros, et si l'avion est annulé, on recrédite ton compte de 100 euros. Et ça, de manière complètement automatique. Ce qui fait que forcément, le coût de l'assurance, il sera moins cher parce qu'il n'y aura pas la marge de la compagnie d'assurance au milieu. Donc, on est complètement décentralisé. L'Ethereum est une blockchain. Donc, il y a l'Ethereum, la crypto, l'ETH, d'accord, qui régit, qui permet de payer les frais de transaction sur le réseau Ethereum, d'accord. Mais le réseau Ethereum peut accueillir d'autres cryptos, notamment des smart contracts d'autres projets qui ne veulent pas créer leur propre blockchain et qui veulent être hébergés sur la blockchain Ethereum. Et donc cette dernière phrase, ETH, est la crypto native du réseau Ethereum, d'accord? Donc le réseau Ethereum a une crypto native, donc la crypto d'origine c'est l'ETH, qui peut héberger des tokens comme l'USDT. Donc l'USDT est hébergé sur la blockchain Ethereum, d'accord? Mais ce n'est pas la crypto native, d'accord?
ou des tokens lancés sur le réseau lors d'ICO grâce à un smart contract. Un smart contract, c'est quoi? C'est lors d'une ICO, c'est quoi? C'est avant le lancement d'une crypto, il n'y a pas d'offre et de demande. D'accord? La crypto n'est pas encore disponible sur le marché, donc il n'y a que de la demande. Pour en acheter, les gens qui croient dans le projet, ils veulent en acheter, mais il n'y a pas d'offre, il n'y a personne en face qui est prêt à la vendre au moment où vous êtes prêt à l'acheter. Donc les propriétaires des cryptos au moment du lancement, bah, c'est les fondateurs. Ok? Eh ben, ils pourraient très bien mettre en place un smart contract qui dit que tiens, si tu es prêt à mettre $1, eh ben, nous on te donne un token de notre crypto. D'accord? Et donc ça, c'est un algorithme mathématique. Si tu mets $1, tu en as un. Si tu mets $10, tu en as 10, etc. Et on n'a pas besoin d'un tiers de confiance qui prend sa marge au milieu pour gérer les transactions. Le tiers de confiance, c'est la blockchain. Voilà le rôle et le principe de la blockchain. Avec ça, vous avez quand même pas mal d'explications pour comprendre un petit peu l'environnement. Si vous avez des questions, allez-y, j'essaye d'y répondre, mettez-les dans le chat. Mais avec ça, vous avez quand même une vision assez large de l'environnement crypto. Alors après, il y a des sujets qui demandent d'être approfondis, mais vous avez les grandes lignes de l'environnement crypto et blockchain. Voilà. S'il n'y a pas de questions, j'enchaîne sur la suite. Donc, les règles de base à absolument respecter. Je vous rappelle que ce live, il est destiné aux débutants qui commencent à s'intéresser aux cryptos et qui veulent éventuellement investir parce qu'ils en ont entendu parler. Et moi, ce que je vous conseille en premier, c'est que quand vous voulez investir dans quelque chose, il faut comprendre où est-ce que vous mettez les pieds. Moi, le premier Bitcoin que j'ai acheté, je l'ai acheté, il valait $300. Mais je l'ai acheté, je ne savais absolument pas ce que c'était. Je savais même pas du tout comment ça fonctionnait. Et du coup, quand il est monté à $500, j'avais l'impression d'avoir fait de l'argent sur du vent. J'ai vite revendu et j'ai encaissé ma plus-value. Et je suis sorti de là en me disant, ah, j'ai eu un coup de chance phénoménal. Mais en vrai, il n'y a pas de technologie, ça repose sur rien, etc. Aujourd'hui, on n'est plus à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est de comprendre où est-ce que vous mettez les pieds et où est-ce que vous mettez votre argent. Voilà. Donc, les règles de base à absolument respecter quand vous voulez investir de l'argent. La liste est non exhaustive, hein. Il y a plein d'autres règles, mais j'ai essayé de résumer les plus importantes. Avant de déposer le moindre euro sur votre compte Binance, j'ai dit Binance parce que sur le groupe Discord, vous le savez, je vous conseille d'ouvrir un compte sur Binance, qui est aujourd'hui le numéro 1 mondial et qui est la plateforme qui va vous proposer le plus de crypto disponibles et avec des niveaux de sécurisation qui sont assez élevés. Vous devez vous assurer de sécuriser votre compte au maximum. Pour ça, vous pouvez venir sur le groupe Discord et voir les premiers tutos qui sont là pour vous expliquer comment sécuriser au maximum votre compte Binance. Et ça, vous devez absolument le faire avant de déposer le moindre euro. C'est comme si demain, vous ouvrez un compte en banque dans la banque qui vient d'ouvrir en bas de votre rue. Si cette banque, elle n'est pas sécurisée, vous n'avez pas envie de déposer de l'argent. Bah là, c'est pareil pour les cryptos. Une fois vos euros reçus, vous devez les échanger contre un stablecoin. USDT par exemple, qui est le plus utilisé. Donc ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous recevez 100 euros, d'accord, enfin l'équivalent de $100 pour faire simple, et vous les transformez, vos $100 contre 100 USDT. Et c'est grâce à ces USDT que vous allez pouvoir acheter des cryptos. N'effectuez pas des transactions avec une paire contenant, n'effectuez des transactions qu'avec une paire contenant un stablecoin. Donc par exemple, le Bitcoin, vous pouvez l'acheter avec de l'USDT, donc là c'est parfait, l'USDT étant un stablecoin, mais vous pouvez l'acheter également contre de l'Ethereum. Mais donc du coup, le BTC et l'Ethereum sont deux cryptos dont les cours varient en fonction de l'offre et la demande. Et si vous vendez de l'Ethereum qui vaut tel prix au moment où vous le vendez, pour acheter du Bitcoin, le Bitcoin augmente, mais quand vous le revendez, l'Ethereum entre-temps a baissé, bah, ça se trouve, vous n'avez rien gagné. Donc faites-le toujours avec un stablecoin, en tous les cas au début. Commencez par investir et non pas trader. Il faut avoir conscience de la différence des deux choses. Investir, c'est faire un placement sur du long terme, plus ou moins passif d'ailleurs, qui prend du temps ou qui prend pas beaucoup de temps à s'en occuper. Mais c'est complètement différent de faire de l'investissement que faire du trading. Le trading en général, c'est plutôt pour du court terme. Et donc là, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de connaissances. Et au début, en tous les cas, moi, c'est ce que je conseille aux débutants, c'est faites plutôt de l'investissement et non pas du trading. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous achetez une crypto, mettez-vous un plan en place, se dire que cette crypto, au minimum, si vous rentrez dedans, vous la gardez 3 mois, 4 mois, 6 mois, peu importe, mais pas vous la vendez, vous l'achetez à 10 euros, dès qu'elle est montée à 10,10 €, vous la revendez. Ça, c'est du trading, d'accord? N'engagez jamais plus de 10 à 20% de votre portefeuille
sur un seul actif. Ça veut dire que si vous avez un portefeuille total de 1000 euros, d'accord, le portefeuille c'est la somme totale que vous êtes prêt à investir, n'investissez jamais 500 euros sur une crypto. Et parce que sinon vous allez vous retrouver avec deux cryptos et donc vous êtes plus sensible aux variations de cours, alors que si vous variez et vous achetez une dizaine de cryptos, donc ça veut dire que chaque crypto ne représente pas plus de 10% de votre portefeuille au moment où vous l'achetez, d'accord? Et ben, s'il y en a une qui baisse, bah, c'est pas grave, il y en a peut-être 4-5 à côté qui vont augmenter et ça va absorber la baisse de celle qui baisse, d'accord? Donc, jamais plus de 10 à 20% grand maximum du montant total de votre portefeuille. Donc, pour un portefeuille de 1000 euros, jamais plus de 100 à 200 euros sur une crypto. N'utilisez pas d'effet de levier tant que vous n'êtes pas gagnant sans effet de levier. Il y a beaucoup de débutants qui arrivent, qui veulent mettre en place des effets de levier. Un effet de levier, c'est quoi? C'est si, admettons, vous avez un portefeuille de 1000 euros et que vous utilisez un effet de levier de 10, en fait, c'est comme si vous investissiez avec 10 fois plus, donc 10 000 euros. Ça veut dire que vous achetez une crypto qui vaut 1000 euros, d'accord? Donc, vous avez le droit à un token de cette crypto pour 1000 euros. Si cette crypto elle perd 10%, donc vous avez plus que 900 euros, d'accord? Mais si vous avez mis en place un effet de levier x10, quand elle perd 10%, vous avez, donc normalement vous avez perdu 100 euros, ben vous avez perdu 100 euros x10, donc 1000 euros. Donc c'est-à-dire que quand la position que vous prenez perd 10%, si vous avez un effet de levier de 10, ben c'est comme si vous perdez l'intégralité. Donc au démarrage, n'utilisez jamais d'effet de levier. Sur Binance, vous devez acheter dans le compte qui s'appelle Spot, S-P-O-T, d'accord? Et non pas dans tout ce qui est futur et tous les produits dérivés qui vont avec. Il y a une chose qui est importante, c'est de se dire que même si vous avez un petit portefeuille, si vous n'arrivez pas à être gagnant sans effet de levier, comment vous voulez être gagnant avec de l'effet de levier? Les gens pensent qu'ils ont besoin de mettre de l'effet de levier parce qu'ils ont un trop petit portefeuille. La taille du portefeuille n'est pas grave, il faut raisonner en pourcentage et non pas en montant, d'accord? Si vous gagnez 1% tous les jours, croyez-moi, à la fin de l'année, vous serez riche, même si vous avez un portefeuille de 1000 euros, d'accord? Donc, pas de l'effet de levier, en tous les cas, pas tant que vous n'êtes pas un expert des cryptos. Protégez vos positions avec des stop-loss. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, admettons, une crypto, elle vaut 10 euros. Mettre un stop-loss, ça veut dire, voilà, j'accepte, je rentre dans la crypto parce que je pense que le cours, il va monter. Mais avant qu'il monte, ça ne monte pas en flèche et je ne peux pas savoir le moment qu'il a fait monter. J'accepte une petite perte, éventuellement, que ça baisse à 9 euros. Eh bien, je vais mettre un ordre de vente automatique. On appelle ça un stop-loss. Ça veut dire que si le cours demain il baisse d'un coup, eh ben à 9 euros, ça va vendre automatiquement mes cryptos pour pas que si le cours il baisse à 5 euros, eh ben que j'ai perdu la moitié de ma position. J'aurais perdu seulement 10% de 10 euros à 9 euros et là ça vendra automatiquement. Tous ces ordres-là, ils sont expliqués sur le groupe Discord. Il y a une petite vidéo explicative qui est dans le niveau 2, si je ne dis pas de bêtises, du groupe Discord. Et vous avez tous les détails concernant les stop-loss, les ordres d'achat, les ordres de vente, les take profit, les ordres OCO, etc., etc. Donc, raisonnez en pourcentage et non pas en montant. Forcément, si vous commencez dans les cryptos, je vous conseille de commencer avec un petit portefeuille. Admettons que vous ayez un portefeuille de 100 euros parce que cet argent, vous n'en avez pas besoin. Il faut toujours investir de l'argent qu'on est prêt à perdre. D'accord? Vous investissez 100 euros parce que vous n'avez pas besoin de ces 100 euros. Et bien, forcément, gagner 1% tous les jours, donc gagner 1 euro tous les jours, bah, ça va peut-être pas vous exciter. Pourtant, 1% à gagner tous les jours, bah, sur l'intégralité du portefeuille, ce n'est pas des choses qui sont faciles à réaliser. D'accord? Le lien Discord n'est pas valide. Bah écoute, regarde, je te le remets tout de suite. Hop, invité, je te partage le lien tout de suite. Copier. Hop, je te le mets dans le chat maintenant. Je vous expliquerai à la fin comment fonctionne le groupe Discord. Voilà. Donc, raisonnez en pourcentage et non pas en montant. Pourquoi? Parce que si la crypto, tu l'achètes à 100 euros, d'accord? Et elle baisse à 90 euros. Non, plutôt, pardon, tu achètes une crypto 10 euros, d'accord? Elle monte à 11 euros. Donc, tu as fait 10%. 10%, c'est énorme. Faire une plus-value de 10%, bon, au début, c'est énorme, c'est bien, tu vois.
Bien sûr, dans les cryptos, on est là pour faire beaucoup plus, mais faire 10% à chaque trade, c'est plutôt pas mal. Sauf que 10% sur 10 euros, c'est 1 euro. Et toi, tu vas te dire, oh, pour 1 euro, je m'en fous de vendre pour 1 euro, je les laisse et puis on verra bien si ça monte un peu plus. Gagner 1 euro ou perdre 1 euro, je m'en fous. Donc, il ne faut pas raisonner en montant, mais uniquement en pourcentage. Ne rentrez jamais en position sans un plan précis. Le meilleur moyen de perdre, c'est de se dire, voilà, je rentre, j'achète et puis je verrai bien ce que ça donne. Non, il faut un plan précis, c'est-à-dire j'achète la crypto à 10 euros, je la revends quand elle est à 12 si elle descend à 9, je stoppe ma perte et je vends, tant pis, j'encaisse ma perte. Si vous ne mettez pas un plan précis, quand la crypto elle va descendre à 9, et vous le savez, vous avez tous fait ça à un moment donné, vous dites « Ah, mais je suis sûr qu'à 9, elle va rebondir. » Et puis si je revends à 9 et qu'elle rebondit à 8,90 pour après retourner à 12, et ben au final, je suis dégoûté, etc. Donc je patiente, je patiente, je patiente. Et puis finalement, de patienter à patienter, la crypto elle baisse à 7, à 6, à 5, à 4, et puis en fait, vous tradez avec votre psychologie, votre tolérance à la perte d'argent, et non pas par rapport à un plan initial. Il faut savoir que le grand principe du trading, c'est que c'est binaire. Soit ça monte quand vous achetez une crypto ou une action, peu importe, soit elle monte, soit elle descend. D'accord? C'est binaire. Donc en théorie, vous pouvez avoir raison. Vous avez une chance sur deux d'avoir raison. Le principe, c'est pas d'avoir raison tout le temps, c'est que quand vous ayez raison, vous gagnez 2 fois plus que quand vous perdiez. Ça veut dire que quand vous rentrez sur une crypto à 10 euros, votre objectif, c'est d'atteindre, admettons, 12 euros. Eh bien, vous acceptez de perdre jusqu'à 9 euros. Ça veut dire que si vous perdez 1 euro. Par contre, si vous gagnez 2 euros. Ce qui fait que même si vous perdez une fois sur deux, eh bien, vous ne perdez pas d'argent. C'est le principe du trading. D'accord? L'idée principale du trading et la chose la plus importante, c'est de protéger son capital. Après qu'on perde des intérêts ou des plus-values, c'est pas grave, mais il faut protéger son capital. Donc, dès qu'on peut, on met des stop-loss. Alors, des petites phrases que vous allez entendre souvent dans l'environnement des cryptos ou de la bourse. N'achetez jamais un couteau qui tombe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand un cours est en train de chuter, ne l'achetez jamais en vous disant « Ah, c'est bon, il a suffisamment chuté, c'est bon, je suis sûr qu'il va rebondir ». Attendez toujours le rebond pour pouvoir acheter. Il n'y a personne qui est capable de prédire, de savoir quand le prix va arrêter de baisser. La crypto était à 10, elle baisse à 9, à 8, à 7. À 7, peut-être que vous avez l'intuition qu'elle va rebondir pour remonter à 10, mais c'est qu'une intuition, donc ça veut dire que vous tradez avec votre psychologie et non pas avec des faits réels. Attendez qu'elle rebondisse à 7, quitte à la racheter à 7,50, c'est pas grave, mais vous serez beaucoup plus gagnant que l'acheter à 7 et finalement le couteau il continue de tomber, il descend à 6, à 5, etc. Et donc cette expression elle dit quoi? Elle dit qu'un couteau qui est en train de tomber, on ne le rattrape pas parce qu'au moment où on le rattrape, on risque de se blesser. On attend qu'il tombe et une fois qu'il est tombé, on le ramasse pour que le cours remonte. La tendance est votre ami. Ça, c'est une phrase qui est très importante. Ça veut dire qu'il faut toujours trader dans le sens de la tendance. Donc, dans le groupe Discord, il y a des explications sur comment définir une tendance. D'accord? Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans une tendance haussière, il y a plus de chances que la crypto continue à monter qu'elle se retourne et baisse. Et quand vous êtes dans une tendance baissière, il y a plus de chances que la crypto, le cours continue de baisser que stop sa baisse et remonte. Donc, au début, et tant que vous n'êtes pas un expert, allez toujours prendre des trades dans le sens de la tendance. Donc vous, si vous faites du trade simple, à savoir acheter une crypto à un prix pour la revendre plus cher, faites-le toujours quand le cours de la crypto est dans une tendance haussière. Vous aurez plus de probabilité d'être gagnant. Ensuite, allez où se passe l'action. C'est important. Des fois, il y a des cryptos qui sont avec des cours en train de stagner parce qu'il n'y a plus beaucoup d'offres et de demandes, il n'y a plus beaucoup de volatilité. Et donc forcément, si vous investissez sur ces actifs-là, vous pouvez vous retrouver bloqué pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, éventuellement plusieurs mois, le temps qu'il y ait de l'action, entre guillemets. Donc des fois, il y a des cryptos où il y a beaucoup de plus de flux que d'autres. Allez où se passe l'action. La tendance, je ne vais pas rentrer dans le détail de la tendance, mais la tendance, elle dépend de l'unité de temps sur laquelle tu regardes. Si tu t'es fixé, donc si tu fais de l'investissement, donc du long terme, il faut que tu aies une tendance long terme haussière, d'accord? Si tu fais du court terme, donc sur du trading sur quelques heures, il faut que tu regardes la tendance sur quelques heures. Donc ta tendance, elle peut être baissière sur des unités semaines, mais par contre, dans l'unité semaine, ça c'est pas de la ligne droite, hein, ça fait des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais l'intégralité fait que les bas sont de plus en plus bas, d'accord? Donc c'est une tendance baissière. À l'intérieur de cette tendance baissière,
long terme, tu peux avoir des tendances baissières court terme. Donc, de semaine en semaine, le cours fait que baisser, mais à l'intérieur de ma semaine, peut-être que pendant 3-4 heures, le cours, il est monté un petit peu. Donc, en fonction du plan que tu vas mettre en place, en fonction de l'unité de temps sur lequel tu vas définir ton plan, eh ben, tu regardes la tendance qui correspond à cette unité de temps. Ensuite, donc voilà, soyez patient. Pour moi, la plus grosse erreur que je vois, notamment sur les débutants qui débarquent sur le groupe Discord, c'est que vous déposez 500 € sur votre compte Binance et au moment où vous les recevez, vous voulez tout de suite acheter parce que vous voulez rentrer dans le game, entre guillemets. Ça, c'est la plus grosse erreur qu'il faut absolument pas faire. Alors vous définissez une crypto qui vous intéresse. Je vous dis une bêtise, demain vous avez la crypto Ethereum qui vous intéresse. Ça ne veut pas dire qu'au moment où vous recevez votre liquidité, vous devez acheter tout de suite l'Ethereum. Il y a des moments où le cours va corriger et il faut attendre le bon moment opportun pour pouvoir l'acheter. D'accord? Donc soyez patient. Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai toujours de la liquidité sur mon compte, sur mon compte principal de Binance. Et admettons que je crédite mon compte de 1000 €. C'est pas au moment où je vais être crédité des 1000 € que je vais tout de suite acheter les cryptos qui m'intéressent. Je vais m'intéresser aux cryptos, mettre des alertes, analyser un petit peu le prix, voir comment ça varie et me dire tiens là la crypto elle est à 100 €. Bon bah voilà, si elle fait un repli, j'ai vu qu'à chaque fois elle faisait souvent des vagues avec des replis de 5-10%. Bon bah voilà, peut-être mettre un ordre automatique à 90 €. Comme ça, quand elle sera en train de rechuter de 10%, et ben je l'achèterai à ce moment-là. Et quand elle remontera à 100 €, j'aurai déjà gagné 10%, alors que celui qui l'a acheté lui directement à 100 €, et ben si elle a baissé à 90 et remonté à 100, d'une, il n'aura rien gagné, et de deux, il y a des chances que pendant la baisse à 90, ils se disent « Oh putain, je suis en train de perdre de l'argent » et qu'ils se mettent à revendre et à encaisser sa perte. Voilà. J'ai fait cette erreur, maintenant je suis bloqué sur certaines positions. Ben, c'est exactement, tu n'es pas le seul, ne te rassure pas, mais beaucoup de débutants font cette erreur. Dès qu'ils reçoivent l'argent, ils veulent tout de suite acheter. Voilà. Nous, sur le groupe Discord, on donne des idées, enfin moi je donne des cryptos qui sont intéressantes, donc je vous les donne sur différents profils, court terme, moyen terme, long terme. Donc je vous conseille quand vous êtes débutant d'aller uniquement sur le long terme. Et si je vous dis par exemple la crypto Solana, je vous donne Solana par exemple parce qu'on l'a acheté aux alentours de 5 $ pour pas mal de membres VIP qui sont dans le groupe Discord. Aujourd'hui, elle est à 45 $. Donc forcément, on a fait une énorme plus-value. Mais si demain, je vous dis, cette crypto, elle est intéressante, aujourd'hui, elle est à 45 $, ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter aujourd'hui. Même si je pense qu'elle ira à 80 $ dans les mois à venir, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'acheter aujourd'hui à 45 $. D'accord? Peut-être que dans une semaine, eh ben, il y aura un petit repli de 10-12%. Et nous, à ce moment-là, on enverra une notification sur le groupe Discord pour dire là, il y a un prix d'entrée qui est intéressant, qui permet d'avoir un ratio gain sur risque intéressant. Ça veut dire que si je mise un gain de 10-15%, eh ben, j'engage la moitié de cette position en risque. Donc, je vais mettre un stop loss à moins 5%, par exemple, pour aller chercher un gain à plus 10%. Donc, le ratio est intéressant. Pour devenir VIP, je te mets le lien. Alors déjà, je vous conseille pas de devenir VIP tout de suite. Venez d'abord sur le groupe Discord et ensuite vous voyez comment ça fonctionne. Mais pour devenir VIP, tu dois aller sur notre site internet qui est celui-là. Je te le mets dans le chat. Et à la fin je vous explique comment ça fonctionne. Allez, je retourne là-dessus. Donc, gardez toujours, ensuite, soyez patient. N'entrez pas immédiatement après avoir découvert un projet intéressant. Attendez un repli. Ok, ça, c'est vraiment l'erreur la plus, celle où tout le monde tombe dans le panneau à un moment donné, surtout au début. Gardez toujours de la liquidité. Admettons que vous ayez un portefeuille de 1000 €. Gardez toujours, allez, j'ai tendance à dire 20% de liquidité. Ça veut dire que vous recevez vos 1000 $, par exemple, vous les transformez en USDT. Vous avez 1000 USDT, vous achetez 8 cryptos pour des positions à 100 $. Donc, vous avez 800 $ investis, gardez 20% du portefeuille total, donc 200 USDT, disponible. Pourquoi? Parce que quand vous achetez, vous n'êtes pas certain qu'au moment où vous achetez, la crypto va monter. Elle peut baisser un petit peu. Celui qui dit qu'il achète au plus bas et qui revend au plus haut, ça c'est dans les rêves, ça c'est les vendeurs de rêves. Personne n'achète au plus bas et personne vend au plus haut. Personne n'a acheté du Bitcoin à 1 centime et l'a revendu à 60 000 $. Personne. Ça, c'est dans les rêves. À un moment donné, la psychologie fait que on veut prendre nos bénéfices ou on est trop gourmand, on attend encore et puis finalement le cours il rebaisse. Donc voilà, ça c'est les vendeurs de rêves.
Donc, gardez la liquidité. Pourquoi? Admettons que vous achetez une crypto qui a un super projet, vous l'achetez à 10 dollars. Ok? Mais finalement, le projet, il chute soudainement de 10%, il descend à 9 dollars. Salut Geeky Softwitch. Quand il est à 9 dollars, il y a deux solutions. Soit il continue de chuter plus bas, soit il rebondit. S'il rebondit à 9 dollars, peut-être que vous prenez l'information que le cours il est en train de rebondir, donc ça voudrait dire que vous êtes rentré un poil trop tôt dans la crypto. Le fait d'avoir de la liquidité, vous rachetez votre position à 9 dollars après un signal de rebond, pas avant. On n'achète pas un couteau qui tombe, vous l'avez compris. Ça veut dire que si vous rachetez à 9 dollars, vous avez 100 dollars qui ont été achetés à 10 dollars, 100 dollars qui ont été à 9 dollars. Ça veut dire que votre prix moyen, votre PRU, prix revient unitaire, il est à 9,50. Vous lissez votre prix de revient. Ce qui fait que quand le cours va remonter à 10 dollars, eh ben vous aurez déjà gagné 5%, alors que si vous avez acheté en une seule fois à 10 dollars, ben vous aurez gagné 0. Donc, gardez de la liquidité pour pouvoir renforcer vos positions. Et ça marche dans l'autre sens. Imaginez que vous achetez une crypto à 10 dollars. Vous voyez que c'est un super projet et vous avez récupéré des informations, etc. Vous pensez que ce projet, il va doubler dans les mois à venir. Eh bien, si vous l'achetez à 10 dollars et que elle monte à 12 dollars, elle a déjà pris 20%, bah, c'est un signal que votre scénario est peut-être possible et que du coup, ça part dans la bonne optique. Et ben pourquoi pas en racheter à 12 dollars? Ça va vous permettre que si ça monte à 20 dollars, bah, vous avez renforcé votre position et vous n'avez pas pris des plus-values uniquement sur 100 dollars de votre position initiale, mais sur une fois 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars, 400 dollars. Par exemple, Solana, je vous ai dit que moi, je l'avais acheté à peu près à 5,60, je crois, le premier achat. J'en ai acheté à 5, à 7, à 9, à 11, à 15, à 20, à 30, etc. etc. Parce que la tendance est mon amie, donc tant qu'elle était en tendance haussière, à chaque repli, j'ai racheté un petit peu de Solana parce que mon scénario était validé. Et donc pour ça, il faut garder de la liquidité. Alors, ta question, c'est tu le stakes le Solana? Oui, je le stake. Pour les membres premium, le prochain live qui a lieu la semaine prochaine est un live qui est entièrement consacré au staking. Pour faire simple, Solana, je le stake sur Binance. Et sur Binance, si tu le stakes sur 15 jours, je crois que tu arrives à avoir du 34 ou 43%, je ne sais plus, annuel. Donc oui, c'est intéressant. Le staking, pour les débutants qui ne comprennent pas ce que c'est que, admettons que j'achète un Bitcoin aujourd'hui à 50 000 dollars. Parce que je pense qu'il va aller à 100 000 dollars. Mais pour aller à 100 000 dollars, il va se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça veut dire que pendant ces semaines et ces mois d'attente, mes 50 000 dollars, ils sont immobilisés et ils ne me rapportent rien. Ils me rapporteront que le jour où je vends. Et bien pendant cette période, je peux placer cet argent, donc ce Bitcoin, c'est comme si je le plaçais sur un livret, d'accord? Quand vous déposez, vous avez de l'argent sur votre compte courant, vous le posez sur votre livret A, et bien à la fin de l'année, vous touchez 0,5%. Voilà. Dans les cryptos, en bloquant cet argent, donc après je ne vais pas vous expliquer les principes du staking, on viendra à ça plus tard, le fait de le mettre à disposition sur un protocole de staking, et ben on va vous récompenser en vous donnant des intérêts. Et donc ces 50 000 dollars, admettons que ça met un an à monter à 100 000 dollars, ben si je le place sur un rendement qui me rapporte 10%, et ben pendant ces un an, j'aurais eu non pas un BTC, enfin 50 000 dollars de BTC, mais 55 000 parce que j'aurais encaissé 5% d'intérêt pendant cette période. Donc ça permet de rentabiliser nos investissements long terme. Voilà. Et ensuite, le dernier point, bon, c'est pas le dernier point, il y en a plein d'autres. Hein. Formez-vous un portefeuille diversifié. Un bon portefeuille, c'est quoi? C'est un portefeuille qui comporte à la fois des investissements court terme, des investissements moyen terme et des investissements long terme. Et dans chaque type d'investissement, on n'a pas une seule et unique crypto, on en a plusieurs, ce qui permet de diversifier son portefeuille. Et vous vous rendrez compte au fur et à mesure des semaines et des mois, peut-être que votre portefeuille long terme prendra plus de valeur que votre portefeuille court terme. Ça veut dire que soit vous n'êtes pas fait pour le court terme, soit votre stratégie sur le court terme n'est pas bonne et ça vous permet de vous corriger vos stratégies ou éventuellement de rééquilibrer votre portefeuille pour être le plus rentable. Si vous mettez tous vos investissements sur du court terme et que votre stratégie court terme elle est mauvaise, ben vous allez vous retrouver perdant sans savoir sur quoi vous auriez pu mieux faire. Donc, diversifiez votre portefeuille. On l'a vu tout à l'heure, en mettant pas plus de 10 à 20% du portefeuille sur un actif,
c'est une façon de diversifier, mais dans la diversification, on peut aller plus loin. La prochaine étape, c'est de faire différents portefeuilles avec différentes stratégies. Et après, il y a aussi le fait d'avoir différentes plateformes pour pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Si vous avez tous vos fonds sur une seule plateforme comme Binance, par exemple, alors si vous avez moins de 10 000 $, vous embêtez pas, il n'y a pas de souci. À partir du moment que vous sécurisez bien votre compte Binance, il n'y a pas de problème. Mais si vous commencez à avoir des sommes plus importantes, admettons que vous ayez 100 000 $, et je vous le souhaite, je ne vous conseille pas de garder 100 000 $ sur Binance. Demain, si Binance se fait hacker ou votre compte se fait hacker, peu importe, vous risquez de tout perdre. Alors que si vous avez 2-3 plateformes, dans le pire des cas, vous perdrez qu'un pourcentage. Si je mets 100 € sur une crypto et que je gagne 120, je récupère le bénéfice ou tout? Et après, ça, c'est des stratégies de sortie. Admettons que tu es sur du long terme et que tu achètes une crypto qui vaut 100 $, tu en achètes une, d'accord? Si elle monte à 120, tu peux dire j'encaisse les 20 $ de plus-value parce que je veux rester dans ce plan de trading parce que en fait je sécurise un petit peu ma plus-value mais je laisse mon capital dedans. Moi, ce que je te conseille plutôt, c'est de sécuriser ton capital et éventuellement laisser tes intérêts dedans. Mais après, ça va dépendre des plans. Moi, quand je donne des plans de trading sur le groupe Discord, je vais te donner un objectif 1, un objectif 2, des fois un objectif 3. Ça veut dire que si tu rentres à 100 $, l'objectif 1 est 120 $, peut-être que je vais te dire à 120 $, tu vends 50% de ta position, donc 50% des 120, donc 60 $. Tu laisses le reste jusqu'à ce que ça monte à 130 et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu resécurises ta position. Et voilà, c'est des plans de trading, il y en a plein différents. Après, c'est des choix à faire. Je ne peux pas te répondre sur une seule question, ça dépend du plan que tu as mis en place et du type d'investissement que tu fais. Donc, je m'arrête là, il y a plein d'autres règles, bien sûr, mais ça, c'est des règles vraiment essentielles qu'il faut absolument respecter quand vous êtes débutant. Oui, le plan, c'est vraiment la base de la base, c'est d'avoir un plan, de savoir pourquoi on investit dedans et quel est notre objectif. Si tu dis je rentre à 10 et puis on verra ce que ça donne, quand elle est à 12, tu vas toujours penser qu'elle pourra aller à 14. Quand elle sera à 14, tu pourras toujours penser qu'elle est là, il y a 20. Et au final, tu n'auras jamais encaissé ta plus-value parce que tu auras toujours l'impression qu'elle peut aller encore plus haut. Après tout, si elle est allée à 20, elle peut aller à 30 et puis elle peut aller à 40 et ainsi de suite. Ce qui fait que le jour où elle se casse la gueule et elle perd 80% dans la nuit, au final, tu n'auras rien perdu et tu auras perdu ton temps. Voilà. En plus de ton argent. Allez, on va sur la troisième partie et maintenant, sur quoi investir en premier. Alors, pour commencer, je ne peux que vous conseiller, par rapport à tout ce que je vous dis, des cryptos solides avec des projets qui sont prometteurs. Donc, il faut regarder où est-ce qu'on met les pieds, bien sûr. Mais le groupe Discord est là pour ça, pour vous mettre en avant certaines cryptos qui sont intéressantes. N'essayez pas de trouver la perle à 0,001 $ et qui va finir à 1000 $ en moins d'un mois. Bien sûr que ça existe, mais pour pouvoir la prendre, ça veut dire qu'on va mettre un micro pourcentage de son portefeuille global. On va pas, si on divise notre portefeuille en 10 positions, on va pas mettre 10% de sa position sur une crypto à 0,001 $ en attendant qu'elle aille à 1000 $ parce que sinon, on risque de ne jamais récupérer nos investissements. Il faut savoir que dans les cryptos, il y a 80, alors ils disent, ça dépend des stats que vous prenez, mais entre 98 et 99% des cryptos qui se cassent la gueule et sur lesquels les gens perdent de l'argent. Il n'y a pas beaucoup de cryptos qui ont enfin il y en a quand même beaucoup, mais en pourcentage c'est pas énorme le nombre de cryptos qui ont des projets qui tiennent vraiment la route avec des vrais fondamentaux derrière. J'ai investi dans des coins, ils ont fait du yo-yo, du coup maintenant je veux récupérer le bénéfice pour avoir de la liquidité au plus vite. Bah oui, et du coup, si tu sécurises pas ta position et que tu es rentré à un mauvais moment, tu te retrouves bloqué parce que tu veux pas vendre à perte, et donc du coup tu es dans un cercle vicieux qui dit que oui, forcément tu es un peu en perte, tu veux pas vendre pour pas encaisser ta perte, tu dis j'attends, je patiente, mais cette patience, elle peut durer, cette durée de patience, elle peut durer de longs mois, voire de longues années. Voilà. Les secteurs intéressants. Alors, je vous en donne quelques-uns avec quelques noms crypto. Ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les acheter, encore une fois. Gardez une chose en tête aussi. En tant que débutant, vous voulez tout prendre. Vous avez l'impression que le train, il va partir sans vous. Mais des projets, il y en a plein. Et il y en a eu plein et il y en aura plein, d'accord? Donc si vous en loupez une parce que vous n'avez pas la liquidité, vous n'avez pas les finances, etc., c'est pas grave. Le jour où vous aurez la liquidité, il y en aura d'autres. Et c'est ce que je dis un petit peu sur le groupe Discord. Moi, je propose beaucoup de cryptos très intéressantes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les prendre. Okay, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire tapis sur une seule, parce que sinon vous ne serez absolument pas diversifié. Donc c'est prendre un risque trop important, mais vous ne pouvez pas toutes les prendre, ce n'est pas possible. Donc dans les secteurs intéressants, il y a les cryptos des exchanges.
par exemple le BNB, qui est la crypto de Binance, le CRO, qui est la crypto de crypto.com, etc., etc. C'est des projets qui sont intéressants. Pourquoi? Parce que, bon, notamment le BNB, hein, que moi j'en ai pas mal et c'est une crypto qui est très intéressante. Le BNB, je l'ai acheté à entre 50 et 60 dollars les premiers. Aujourd'hui, on est à peu près à 500 dollars. J'ai pas regardé le cours aujourd'hui. Et je pense que c'est une crypto qui va encore monter énormément. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup d'utilité. On est déjà sur la plateforme la plus utilisée au monde, Binance, avec le plus grand nombre de clients. C'est le numéro 1 mondial, clairement. Et donc, forcément, étant donné que quand vous avez des BNB dans votre portefeuille, vous avez des réductions sur les frais de transaction, bah, du coup, les gens, ça les incite à acheter du BNB. En plus de ça, ils font pas mal d'offres promotionnelles, notamment des ICO, des launchpads, des launchpools, etc. Si vous ne connaissez pas les termes, c'est pas grave. Avec le BNB, ça incite les gens à acheter du BNB, et donc du coup, il y a un gros potentiel de développement. L'environnement des NFT, je pense que par mes explications, vous avez bien compris que les NFT, c'est un projet d'avenir. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de flux financiers qui vont être transférés sur les NFT. Et dans l'environnement crypto, je pense que les NFT vont récupérer pas mal d'investissements. Donc pour ça, on a CHZ qui est Chiliz, le Ravencoin, etc., etc. Il y en a d'autres, voilà, c'est des projets intéressants. Il y a les valeurs refuges comme le BTC, le Ethereum, etc. Moi, quand vous êtes débutant, oui, vous pouvez prendre une petite ligne de Bitcoin et de Ethereum à des moments intéressants. Donc ça veut dire sur des replis intéressants. Mais le Bitcoin, entre guillemets, même si je suis certain qu'il ira à 100 000 dollars, si vous l'achetez aujourd'hui à 50 000 dollars, vous aurez fait x2 dans peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais vous aurez fait x2. Aujourd'hui, il y a des cryptos sur lesquels les coefficients multiplicateurs sont beaucoup plus importants, sur lesquels vous pouvez faire du x3, x5, x10. Donc moi, aujourd'hui, j'investis très peu sur le Bitcoin parce que j'estime que le potentiel de gain n'est pas suffisamment intéressant. 3080 pour des ETH. Peu rentable. Ok. Les valeurs, il y a des beaux projets également. Je vous en ai parlé sur le groupe Discord comme Solana, EGLD, CHSB, etc. Ça peut être des projets de seconde couche, un peu plus rémunérateurs avec des plus gros potentiels, pardon, mais qui n'ont pas encore atteint des niveaux comme l'Ethereum et encore moins le BTC. Et après, il y a des cryptos de troisième catégorie, on va dire. C'est des projets qui sont au début, enfin au début entre guillemets, mais qui ont encore des potentiels d'évolution beaucoup plus importants, comme UOS, VET, etc., etc. Vous pouvez également, pour vous diversifier, investir dans une ou deux ICO, mais attention à bien les choisir en étudiant les projets correctement. Les ICO étaient à la mode en 2017-2018, il y a eu énormément d'ICO. Attention, tout n'est pas bon à prendre en compte, à investir dans les ICO. Il faut sélectionner vos projets, il y a beaucoup d'ICO qui vont jamais à terme et sur lesquels les investissements sont un peu des fiascos. En investissement, vous avez le temps. Je vous ai dit que entre le trading et l'investissement, au début, vous devez commencer par l'investissement. Donc, qui dit investissement dit long terme. Ça veut dire que vous avez le temps. Vous ne paniquez pas dès qu'il y a un repli de 10%, car votre horizon est bien plus lointain que ça. Et parce que vous avez un plan à suivre. Si vous achetez aujourd'hui du Bitcoin à 50 000 dollars et que votre objectif, c'est de le revendre quand il sera à 100 000 dollars, ne paniquez pas le jour où il redescend à 48 ou à 47 ou à 42, etc., etc. Votre horizon est long terme, donc vos marges de tolérance et de fluctuation du prix doit être en adéquation avec votre horizon de temps. Vous n'achetez pas quand une crypto vient de faire un ATH. ATH, c'est All Time High, ça veut dire le plus haut historique, d'accord? Forcément, là, si je me mets sur le cours du Solana, on est sur le plus haut historique. Bon, j'ai pas regardé là, on peut la regarder rapido si vous voulez, mais hop, Solana, Sol USD, voilà, rapidement. Je te donne... T'as pas confiance d'aller sur le site. Ok, bah attends, je te donne le lien. Attends, je finis ça. Par exemple, là, je me mets en journalier. Voilà, Solana, on vient de faire un plus haut à 45 dollars. Attendez, je vais descendre. Bon, là, j'ai des marquages, hein, mais faites pas attention aux marquages, surtout si vous êtes débutant, vous allez être un peu perdu. Ça, c'est le cours du Solana. Hop, je vais mettre en semaine. Hop. Hop. Bon, il y a plein de traits, tout ça, faites pas trop attention à ça. Voilà, ça c'est le cours du Solana.
Bon, il y a plein de marquages parce que j'ai plein de repères dessus. Mais voilà, le cours a commencé ici, là où il y a les premières bougies. Hop, il est monté, il est redescendu, il est remonté, descendu, monté. Là, on est au plus haut. Donc forcément, même si je pense que le Solana va aller beaucoup plus haut, ne l'achetez pas aujourd'hui. Attendez au minimum un petit repli pour pouvoir l'acheter. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans l'explication. Le lien, tu veux le lien du groupe Discord ou du site internet? Le site internet, je l'ai mis, je te remets le groupe Discord. Tac. Voilà. Je redescends en bas. Donc là, j'étais à la fin dans les actions. En investissement, vous avez le temps, ne paniquez pas, etc. Vous n'achetez pas quand une crypto vient de faire un ATH, vous achetez pendant les soldes. C'est du groupe du Discord, s'il te plaît. Bah, c'est le lien du groupe Discord là que je t'ai mis au-dessus. Ce que je veux dire par là, c'est que quand Solana est à 45 $, pour parler de Solana par exemple, c'est son plus haut historique. Si vous achetez maintenant, et à un moment donné, quand elle monte à 45, il y a tous les gens qui ont acheté à 10, à 15, à 20, à 25, à 30, etc., qui vont vouloir prendre leurs bénéfices. Et donc du coup, il y a des chances que ce cours, il rebaisse un petit peu pour retrouver des acheteurs, et ensuite la pression acheteuse est plus importante, et le cours remonte. Donc attendez que ce soit les soldes. Les soldes, ça veut dire quoi? Ça veut dire un repli. Quand vous allez au magasin, si le prix du t-shirt il est à 20 €, quand vous allez pendant les soldes et qu'il est affiché à 15 €, vous dites pas non, j'achète pas. Je reviendrai quand c'est à 20 €. Pourtant, ça paraît bête, mais les gens sur le Bitcoin, les débutants sur le Bitcoin, c'est ce qu'ils font. Quand on entend parler au journal de 20 h que le Bitcoin est monté à 60 000 $ et que c'est incroyable, etc., les gens ils disent oh là là, je l'avais vu, moi c'était à 20 000, j'ai pas acheté, bon allez, je me lance, et ils achètent à 60 000. Sauf que derrière le cours il baisse à 50 000. Eux, ils se disent oh là là, finalement c'est pourri, c'est pas fait pour moi, je revends, tant pis, j'ai perdu de l'argent. Et alors que quand elle a baissé le cours, s'il était à 60, il a baissé à 50, bah c'est ça la période de solde. C'est quand il est à 50 qu'il faut le racheter. Et croyez-moi que ceux qui ont compris le fonctionnement des cryptos, eux, ils l'ont pas acheté quand c'était 60. Ils attendent que ça baisse pour pouvoir le racheter quand il est à 50, etc., etc. Donc c'est ça la période de solde.